Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Expertise Climat en partenariat aujourd'hui avec l'association Conséquences. On va d'abord se présenter pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient peut-être pas. Expertise Climat, d'abord, c'est une association à but non lucratif qui est financée par la philanthropie, par des subventions publiques. Notre objectif, c'est d'aider la communauté des chercheurs et celle des journalistes à travailler ensemble pour éclairer le public sur les grands enjeux environnementaux de notre époque. Et pour ce qui est de conséquences, je vais laisser la parole à Romina Sanfourche, responsable de la communication de l'association. Bonjour à toutes et tous. Donc, Conséquence est une association qui documente et expose les conséquences des changements climatiques sur le quotidien des Français à travers des campagnes de sensibilisation. L'association, donc, on fait appel à des experts ou chercheurs dans tous les domaines, mais on donne surtout la parole aussi à des partenaires, des acteurs de terrain, des professionnels et des témoins. Nous sommes deux à travailler chez Conséquence. Il y a Sylvain Trottier, le directeur de la structure, et donc moi-même. Donc, Marion, je te laisse reprendre. Et donc, vous le constatez, on partage des objectifs communs et c'est pour ça que travailler ensemble sur ce webinaire nous paraissait assez naturel et on sera sans doute amené à le refaire encore davantage prochainement. Aujourd'hui, donc, c'est à nos massifs que l'on va s'intéresser et aux conséquences du changement climatique en montagne avec trois chercheurs qu'on a le plaisir d'accueillir ce matin. Séverine Bernardi, directrice de recherche spécialiste des glissements de terrain au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Gaëtan MS, ingénieur prévisionniste et nivologue dans les Alpes du Sud. Et puis Éric Larose, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des risques glaciaires. Avec eux, donc, on va voir de quelle façon le changement climatique impacte déjà nos montagnes, dans quelle mesure et avec quelles conséquences. Petite précision sur le déroulement du webinaire. Vous pouvez poser vos questions évidemment pendant les présentations dans le chat. On va tenter de traiter les demandes de précision au fur et à mesure et puis on gardera aussi du temps à la fin des présentations pour vos questions complémentaires à micro ouvert cette fois. D'ici là, je laisse tout de suite la parole à Éric Larose pour introduire en quelque sorte notre sujet autour d'une première question. On a beaucoup parlé de la Bérarde ces derniers mois, on a vu beaucoup d'images circuler sur les réseaux sociaux. Première question, donc, les éboulements sont-ils aujourd'hui plus nombreux en montagne qu'autrefois? Ouais, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je vais faire très court sur cette introduction. Vous m'entendez bien? Très bien. Ah, ok, super. Alors, la réponse, elle n'est pas forcément évidente. On va dire qu'au-dessus de 2700 mètres d'altitude, il y a dans les Alpes et partiellement, très partiellement dans les Pyrénées, une couche de sol qui peut être gelée en permanence. Ça s'appelle le permafrost ou le pergélisol. Et puis, on a les conséquences du retrait glaciaire qui font qu'au-delà de 2700 mètres, la fonte de la glace induit une déstabilisation des pentes. Voilà, ça c'est assez général, ça se voit très très bien. Donc, il y a une accélération des éboulements, des glissements, des chutes de blocs, une accélération de l'érosion à haute altitude qui est très bien documentée. Le retrait glaciaire implique aussi des moraines. Les moraines, ce sont ces talus qui sont sur le bord ou à l'avant des glaciers, qui sont constitués par l'ensemble des éboulis qui sont transportés par les glaciers. Lorsque le glacier se retire, il laisse cette bande cet éboulis à l'air libre, et cette moraine, elle est relativement instable puisque les pentes sont très raides. Les fontes glaciaires impliquent aussi la création de lacs sur le glacier, de lacs autour des glaciers et parfois de poches d'eau à l'intérieur des glaciers. Et donc tout ça, ça fait qu'en altitude, oui, les phénomènes extrêmes se multiplient en montagne. En dessous de 2700 mètres, c'est plus délicat à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que donc la première chose que j'évoquerai plus tard et qu'on va revenir dessus, c'est la question de risques émergents, des risques qui n'existaient pas ou qui étaient peu connus il y a 1 ou 2 siècles et qui deviennent beaucoup plus prégnants. Et l'autre aspect, à plus basse altitude, il faut s'imaginer que tous les risques qui apparaissent en amont vont à un moment ou à un autre se diriger vers l'aval, se décaler, se déplacer vers l'aval, induire des risques en cascade vers l'aval. Et ça, cette notion de risque en cascade, elle est aussi très mal maîtrisée aujourd'hui. Quel est le rôle du réchauffement climatique sur les sols et les falaises, sur les stabilités? Ce que dit le GIEC dans son dernier rapport en 2022, c'est globalement, il y a un manque de connaissances. À certains endroits, il va y avoir une accélération des phénomènes d'érosion, donc des risques naturels. À d'autres endroits, il va y avoir plutôt une limitation de ces éboulements et de ces risques naturels. Voilà.
Et puis évidemment, à plus basse altitude, il y a la question, l'impact des événements climatiques extrêmes. Et ça, c'est à Gaëtan que je vais passer la parole et qui va nous en dire un peu plus. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Non, c'est bon. Est-ce que vous voyez Oui, mon écran? Ok, donc le partage bonjour est à en toutes et cours. tous. Ouais, Partage en cours. voilà. C'est l'occasion de me présenter. Donc, je m'appelle Gaëtan MS, je travaille à Météo France, à Briançon. Alors, je ne suis pas tout à fait chercheur, mais ingénieur prévisionniste. Mais bon, quand même, je travaille pas mal avec les données climatiques dans les Alpes et notamment les Alpes du Sud. Et donc, je vais vous parler un peu de plusieurs choses du changement climatique en montagne à propos des températures, précipitations, de l'enneigement et de l'hydrologie, c'est-à-dire de l'évolution du comportement des cours d'eau dans les massifs. Donc, on commence par un point de vue un peu global, puisque vous savez tous, on est sous un réchauffement de plus 1,2 degré à l'échelle globale depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis le début de la modification par l'homme de la composition atmosphérique et notamment la combustion d'énergie fossile, que l'année 2023 a battu les records de l'année la plus chaude observée en s'approchant du seuil symbolique de plus 1,5 degré, ce même seuil qui devrait être dépassé en 2024. Euh, En France, on a un réchauffement qui est un peu plus important que la moyenne globale, comme souvent sur les continents, qui se réchauffent un peu plus vite que les océans, et on a un réchauffement qui est de l'ordre de plus 1,5 degré, mais qui masque, enfin, pardon, pour lequel il y a une variabilité interannuelle un peu plus forte qu'à l'échelle globale. Et ce réchauffement, actuellement, il a un rythme de l'ordre de 0,4 degrés par décennie. Et quand on zoome encore un peu sur les Alpes, hein, qui est un massif alpin, enfin qui est un massif montagneux plutôt continental, on a un réchauffement qui est encore un peu plus fort, de l'ordre de 2,2 degrés en un peu plus d'un siècle, à environ 1000 mètres d'altitude. Pourquoi c'est un peu plus fort? Il y a l'aspect continental, mais il y a aussi l'effet de la fonte de la neige, enfin, du manteau neigeux qui est un peu moins important au printemps et en été, qui fait ce qu'on appelle une rétroaction. C'est-à-dire que le manteau neigeux, quand il est en place, il empêche les sols de se réchauffer et quand les sols se réchauffent, ça réchauffe l'air qui est au-dessus. Donc le réchauffement en montagne, il est en partie lié à cette diminution d'enneigement et avec l'effet un peu plus continental, c'est-à-dire euh, que les surfaces continentales se réchauffent un peu plus vite que les océans. Là, il y a des variations selon les saisons, parce que l'été, la saison qui se réchauffe le plus vite, notamment quand on va vers le sud des Alpes, à cause de la proximité de la Méditerranée, qui est vraiment un endroit qui se réchauffe particulièrement vite l'été, avec plusieurs implications, notamment sur les vagues de chaleur qui se multiplient depuis une trentaine d'années et qui deviennent de plus en plus fortes. Par contre, au niveau des précipitations, on a un signal qui est moins net que pour les températures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas véritablement de tendance à la hausse ou à la baisse, ou alors elle est pas forcément la même partout. L'idée, c'est que, en gros, il pleut à peu près le même volume d'eau, mais ces précipitations sont plus fortes. Voilà. Et donc, il y a quand même deux choses importantes qui sont assez significatives. C'est d'une part la hausse du volume de précipitations qui tombe à l'hiver, notamment sur le nord des Alpes, et donc sous forme plutôt de neige à haute altitude, ce que montre le graphique de gauche. Là, c'est une étude sur le siècle dernier. Donc ça, c'est les changements observés. Et la deuxième tendance, c'est vraiment un très fort assèchement des étés, notamment sur le sud du massif, vers la Méditerranée, qui est un endroit qui non seulement se réchauffe, mais ça sèche très fort l'été. Euh, Là aussi, on a une tendance à l'intensification des extrêmes de pluviométrie. Donc sur ces graphiques-là, en haut, c'est pour la saison d'hiver et en bas, c'est pour la saison de l'automne, avec sur les deux graphiques de gauche, le maximum annuel moyen de précipitations en un jour. Et à droite, c'est la tendance sur la période d'étude. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les extrêmes de précipitation s'intensifient à peu près quelles que soient les saisons,
mais cette intensification, elle est plus significative au nord des Alpes en hiver et plutôt sur le sud des Alpes l'automne. En tout cas, sur le sud des Alpes, c'est à l'automne que cette tendance est la plus forte et c'est aussi à l'automne qu'on observe les épisodes pluvieux les plus intenses. Un épisode pluvieux intense, même extrême, récemment observé, c'est la tempête Alex, le 2 octobre 2020. Donc là, cette carte montre les cumuls observés de précipitations. Donc, c'est un épisode méditerranéen vraiment extrême avec des orages stationnaires qui se sont développés sur les vallées des Alpes-Maritimes, notamment Vésubie et Roya, et qui ont donné des cumuls observés jusqu'à plus de 600 millimètres dans la vallée de la Roya, du côté de Tarbes, sachant que auparavant, hein, sur toute la durée de mesure de toutes les stations Météo France des Alpes-Maritimes, on avait un maximum sur ce département de 332 millimètres. Donc, en gros, le record a été multiplié par deux, avec bien sûr des conséquences effroyables hein, dans ces vallées. Et donc, cet événement, l'intensification de cet épisode méditerranéen, elle est liée au réchauffement climatique l'atmosphère, en se réchauffant, en fait, elle peut contenir plus de vapeur d'eau. Et dans les conditions bien particulières, hein, comme les épisodes méditerranéens, cette vapeur d'eau va précipiter et notamment aidé par le relief. Et donc, dans ce cas-là, le réchauffement climatique a aggravé les conséquences d'un épisode qui existait déjà en l'absence de réchauffement climatique. Les épisodes méditerranéens sévenols étaient déjà, bien sûr, connus. Enfin, le changement climatique ne les a pas fait apparaître. Euh, donc, on dit qu'il pleut autant, mais il pleut plus fort. Donc, forcément, le corollaire, c'est que les sécheresses sont plus fortes. Et notamment, on va vers la Méditerranée, plus les sécheresses sont longues et intenses. Et donc, on a un exemple récent avec la sécheresse de 2022 qui est la plus étendue, enfin la plus forte observée sur la région PACA. En fait, la sécheresse, c'est pas uniquement une histoire de précipitation, mais c'est aussi, comment dire, plus il fait chaud l'été, plus les sols évaporent, évapotranspirent, et donc ce qui les assèche. Et donc, voilà, avec le réchauffement, et notamment le réchauffement des étés, les sécheresses vont augmenter, en particulier dans les régions alpines méditerranéennes. On parle de l'enneigement en moyenne montagne. Donc, la moyenne montagne, c'est en gros vers 1500 mètres d'altitude, l'altitude des stations de ski. Ce qu'on observe avec, par exemple, la série du col de Porte au-dessus de Grenoble, c'est une nette tendance à la baisse de l'enneigement, que ce soit la durée d'enneigement et la hauteur maximale d'enneigement. Et donc ici, c'est sur toutes les 5 mois de décembre à avril, le nombre de jours avec neige au sol en bleu clair et le nombre de jours avec plus d'1 mètre de neige en bleu foncé. Donc au début de la série jusqu'à la fin des années 80, on avait quasiment toute la période de la neige au sol et parfois 3 à 4 mois avec 1 mètre de neige. Et maintenant, on a de moins en moins souvent de plus en plus souvent l'absence de neige au sol et des épisodes neigeux avec plus d'1 mètre de neige qui se font vraiment très rares. Cette baisse de l'enneigement, elle est moins significative à haute altitude, puisque, comme je vous l'ai montré, l'enneigement, les précipitations à haute altitude augmentent un peu l'hiver et donc se font sous forme de neige. Par contre, comme le printemps se réchauffe vite et qu'au printemps, voilà, on a la fonte de l'enneigement qui est plus rapide et plus précoce qu'avant, et ça se voit en termes de ce qu'on appelle le stock nival, c'est-à-dire le manteau neigeux en altitude, qui est constitué, enfin, stocké sous forme d'eau. Donc, ces deux graphiques montrent la tendance à la baisse de ce stock d'eau au printemps, que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées, mais c'est valable dans tous les massifs, globalement des latitudes tempérées. Et ça a beaucoup de conséquences, notamment sur l'hydrologie et la gestion de l'eau. Et je vais vous montrer une dernière chose, c'est ce qui s'est passé du côté de la Durance depuis 2 ans. Voilà, donc la Durance, c'est un torrent de montagne qui ici à Embrun, donc près du lac de Serponçon pour ceux qui connaissent, qui est dans le climat passé, on avait des hautes eaux fin de printemps, début d'été, entre mai et juillet, et une baisse graduelle de la fin d'été jusqu'à la fin d'hiver et le début de la fonte des neiges. Avec, dans les périodes la plus récentes, donc 91-2020,
on a déjà une tendance au décalage des hautes eaux vers le mois de mai, donc c'est la courbe rouge, un assèchement plus rapide l'été, donc beaucoup moins d'eau en été, et une augmentation en fin d'automne et en hiver. Donc ça, c'est lié aux épisodes méditerranéens plus intenses. Et en fin d'hiver, c'est parce que il y a de plus en plus d'eau qui se fait sous forme de précipitations qui sont sous forme de pluie, même en plein hiver. Voilà, il y avait quelque chose d'immuable entre guillemets avant, c'est-à-dire que pendant les hautes eaux, en mi-juin, il y avait toujours plus d'eau qu'en hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, février. Donc en pointillé haut, c'est le record sur les 60 dernières années, enfin avant 2022. Et en pointillé comme ça, c'est les mini. Et donc, entre 2022 et 2024, donc 2022, c'est la courbe jaune, déjà, on a constaté que les records bas d'étiage, donc de bas volume dans les rivières, ont été largement battus tout l'été. Voilà. 2023, c'est la courbe verte et c'est à peu près, on a récupéré une situation plus classique. Par contre, à partir de l'automne, on a une situation exceptionnelle avec des quantités d'eau incroyables dans les Alpes, notamment dans le massif de la Haute-Durance, avec en décembre des crues exceptionnelles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment totalement improbable sans le réchauffement climatique, c'est-à-dire des crues en plein hiver. Et ça, c'est une tendance qui va se poursuivre avec le réchauffement du climat, qui amène non seulement la hausse des précipitations en hiver, mais aussi, bien sûr, la hausse de la limite pluie-neige qui est de l'ordre de 150 degrés, 150 mètres pardon, par degré de réchauffement. Et voilà, là, je vais laisser la parole à Séverine pour la suite. Ah, Eric. Ok, je reprends la suite, merci. Hop là, voilà, vous voyez bien. Parfait. Ok. Alors, je voulais revenir ouais, sur la notion de risque en cascade en commençant par sortir du contexte de la montagne. L'idée des risques en cascade, c'est une problématique scientifique qui est un peu en lien avec les statistiques. Quelle est la probabilité pour qu'une catastrophe survienne? On a l'habitude maintenant de gérer une catastrophe isolément. Mais lorsqu'on a des risques en cascade, c'est plus compliqué. Je vais vous reprendre l'exemple du séisme de Sendai pour essayer de mieux me faire comprendre. Le grand séisme de Tohoku, donc Sendai, magnitude 9 il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Magnitude 9, c'est la magnitude de séisme la plus importante qu'on puisse observer sur Terre, hein. Enfin, il peut toujours en avoir des plus gros, mais voilà, à l'échelle d'une vie, c'est quand même exceptionnel de pouvoir en voir un sur Terre. Ce séisme n'a induit aucune victime. Voilà. C'est-à-dire le tremblement de terre lui-même n'a induit aucune victime. Et pourquoi? Parce que les Japonais sont parfaitement au clair sur les procédures de sécurité lorsqu'il y a des grands tremblements de terre. Il y a des dispositifs d'alerte. On a l'habitude de ces catastrophes-là, on peut les gérer. Donc les centrales nucléaires se sont mis en arrêt critique, les TGV se sont arrêtés, le Shinkansen. Tout ça dans un système de procédure d'alerte qui a très bien fonctionné. Qu'est-ce que ça a induit ensuite? Ça a induit un tsunami. Le tsunami, donc c'est une catastrophe qui est induite, qui a été beaucoup moins bien maîtrisée. Le tsunami a ensuite détruit des villages avec beaucoup de victimes, mais aussi détruit des pompes des centrales nucléaires. Et cette catastrophe-là induite a encore induit une autre catastrophe qui est celle de la fusion du réacteur à Fukushima. Donc en fait, on voit qu'il y a tout un enchaînement de catastrophes successives qui sont des risques en cascade. Et la succession de ces événements improbables rend le dernier événement, la fusion du cœur, a priori sur le papier extrêmement improbable, mais, mais parce qu'on n'est pas capable scientifiquement de tenir compte des liens de cause à effet entre tous ces enchaînements. Donc globalement, pour les montagnes, ça va être un petit peu plus simple, le concept est un petit peu plus simple. Les risques en cascade sont très souvent liés à la gravité, c'est-à-dire qu'il y a un risque en amont et il va se propager progressivement vers l'aval en changeant un petit peu de forme. On a toujours un enchaînement de cause à effet. Et encore une fois, j'insiste, la statistique est difficile à prévoir, c'est-à-dire qu'en termes de gestion du risque, on est parfois à la limite des compétences et même parfois on ne sait pas faire. Un exemple donc tout à fait dans les zones de montagne, c'est l'exemple de Bondo dans les Grisons en Suisse. C'est le Piz Saint-Gallo qui s'est éboulé il y a 3-4 ans maintenant.
On est à plus de 3300 mètres d'altitude. C'est une paroi de permafrost, donc un sol une paroi rocheuse qui est gelée. Le gel a tendance à souder les blocs rocheux entre eux. Avec le réchauffement climatique en altitude, cette glace disparaît progressivement et ça a créé un immense éboulement. Donc la paroi s'est déstructurée sur 3 millions de mètres cubes et ça a causé directement le décès de 8 personnes. Cet éboulement a eu lieu sur un glacier. Le glacier, avec l'impact, l'énergie qui a été apportée par l'éboulement, l'énergie, bah, ça s'est dissipé sous forme de chaleur. Vous savez, il y a un principe de conservation de l'énergie. Donc, quand on a de l'énergie en mouvement à cause de la gravité, il est forcément converti sous forme de chaleur lorsqu'il y a du frottement sur la glace. Donc, fusion partielle de la glace. Et puis, lorsqu'on tombe sur de la glace, vous savez comment ça glisse, évidemment. Donc, les boules, les blocs rocheux, ils déboulent, ils vont beaucoup plus loin. Ça a créé donc un éboulis instable, poreux et très humide. Et cet énorme amas de cailloux, poreux et humide, a en plus été remobilisé par un orage avec une lave torrentielle, donc un mélange d'eau et d'éboulis qui a parcouru la vallée et qui a obligé à évacuer 200 personnes du village et qui a détruit en grande partie le village de Bondo. Voilà. Le principe général lorsqu'on étudie les pentes instables, c'est que le long de la ligne de pente, en, dans un, en temps normal, on va dire, il y a un certain équilibre entre l'amont et l'aval. C'est le cas dans les rivières, hein, qui transportent des galets, mais qui ne les transportent pas de façon brutale comme une lave torrentielle. Il suffit qu'il y ait un éboulement quelque part, qu'il y ait une accumulation quelque part pour déstabiliser la pente. Et à ce moment-là, progressivement, l'éboulement ou les matériaux, ils vont aller vers l'aval à des échelles de quelques heures, quelques jours, parfois de quelques années, mais ça finit toujours en bas. Autre exemple, c'est celui de la Bérarde, où là, on a eu récemment la conjonction de plein de phénomènes. Pour moi, la question se pose de savoir si c'est un peu je dis ça un petit peu de façon provocante, mais c'est malheureusement pas complètement faux. La question se pose, est-ce que ce serait pas le premier village rasé en France par le réchauffement climatique? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais on commence à avoir pas mal de pistes. Il y a une rétroanalyse qui devrait se terminer dans le mois là, et donc il va y avoir pas mal d'infos qui vont sortir. Pour faire simple, il y a la conjonction de plusieurs phénomènes, d'où encore une fois cette notion de risque en cascade, des pluies très intenses qui ont eu lieu en juin, qui sont décennales, donc une statistique qui n'est pas extraordinaire, enfin qui n'est pas très rare, qui n'est pas exceptionnelle, mais quand même assez rare. Une fonte de la neige qui est exceptionnelle, peut-être plusieurs fois décennale, donc une fonte de neige, beaucoup de neige accumulée en altitude qui a fondu très précipitamment. Et puis un glacier de Bonne-Pierre qui est, qu'on dit un glacier noir, c'est-à-dire que c'est un glacier qui est couvert d'éboulis rocheux. Et ces éboulis rocheux, ils protègent le glacier du rayonnement du soleil. Donc l'été, pardon, le glacier a tendance à un peu moins fondre que les autres glaciers. Par contre, ces glaciers noirs, ils sont très méconnus parce qu'on n'a aucun moyen d'aller imager ce qu'il y a à l'intérieur. La plupart des techniques d'imagerie géophysique ne nous permettent pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces glaciers. Donc il peut y avoir des trous, des cavités, des tunnels. Et on a depuis 2016 identifié un lac sur ce glacier qui normalement se vidangeait de façon naturelle et progressive tous les étés. Et cette année, semble-t-il, s'est vidangé beaucoup plus rapidement. Autre phénomène dans les Alpes, on en a parlé déjà, hein, il y a la notion de retrait glaciaire, c'est-à-dire que moins il y a de glaciers, plus il y a des moraines qui sont apparentes. Et ces moraines, ce sont des pentes, des éboulis qui sont naturellement très instables et qui peuvent être mobilisés, entraînés par des crues. Donc le réchauffement climatique a joué un petit peu à tous les niveaux, de façon statistique sur la pluie et sur la fonte de la neige, et puis de façon un petit peu plus déterministe sur le glacier de Bonne-Pierre, avec la création, à cause de la fonte de la neige, d'un lac qui, à cause des pluies, de la neige, etc., s'est vidangé de façon un peu plus brutale que d'habitude. Quelques exemples, quelques illustrations de cette catastrophe. Donc là, on est dans le vallon qui descend du glacier de Bonne-Pierre vers la Bérarde. La Bérarde est à droite par là-bas. Et on descend quasiment du Dôme des Écrins à gauche à 4000 à la Bérarde à 1700 mètres d'altitude. Et ça se joue en quelques kilomètres seulement. Donc la pente est assez importante tout du long. Et là, ce qu'on a vu, c'est le canyon qui a été créé, l'incision qui a été créée par la vidange du lac et puis par les pluies très intenses de l'épisode du 20-21 juin 2024. Donc on part, en termes de risque en cascade, on part d'une pluie intense associée à de la neige, avec une deuxième conséquence sur un lac.
Troisième conséquence sur une lave torrentielle qui dévale la pente, une pente très élevée jusqu'à la Bérarde et l'atteinte du village plus bas. Donc la conjonction de tous ces phénomènes est quand même très très difficile à prévoir sur le plan statistique. Voilà, vous avez d'autres exemples là de l'incision pour s'imaginer la force du torrent pendant l'événement, des incisions qui sont parfois de plusieurs mètres hein, le long de la ligne de pente. Lorsqu'on remonte cette pente, on arrive à la fin du glacier, donc la zone où le torrent s'est échappé par-dessous le glacier. Et l'ordre de grandeur, là, on est sur une bouche béante de plus de l'ordre de 10 mètres de large. Hein. On voit à l'intérieur des gros blocs rocheux qui font plusieurs tonnes. Et c'est des gros blocs rocheux qui ont été capables de résister au courant. Là, on est plutôt de l'ordre de 10 tonnes par bloc. La plupart des autres blocs ont été emportés. Donc, ça vous donne une image, une idée de l'intensité du débit au moment de la catastrophe. Pour mieux comprendre le phénomène, le lien entre le lac qui était 500 mètres plus haut, enfin plus loin, pardon, sur le glacier, et puis cet écoulement sous le glacier, on a très très peu de façons de procéder pour comprendre. Donc on est allé investiguer, on a fait plusieurs explorations de ces cavités glaciaires. Vous pouvez revenir vers moi si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces explorations. Je ne pourrais pas montrer trop de photos. Mais voilà, pour faire simple, ce qui nous intéressait, c'est de comprendre comment le lac a pu se vidanger, par quel chemin il a pu se vidanger. Est-ce qu'il pourra se reformer ultérieurement? Et puis, est-ce qu'éventuellement, il y avait d'autres cavités sous la glace qui se venaient faire des volumes de stock d'eau qui s'additionneraient à ceux du lac? Voilà, donc là, on remonte un petit peu à l'intérieur de la galerie. Vous voyez très bien la limite entre le glacier. Donc, on a le glacier juste au-dessus de notre tête. Et puis la moraine, sous le glacier, il y a de la moraine, il y a des éboulis qui sont très instables et vous pouvez voir qu'ils ont été très largement érodés. Lorsqu'on remonte, on s'aperçoit qu'il y a certains endroits, le toit, la galerie de glace s'est effondrée. Donc là, ça c'est une photo prise par-dessus. Et c'est donc si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi. On a plein d'autres de choses à montrer. Voilà, c'est encore un petit peu tôt pour tout montrer, mais voilà, on peut en discuter. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on devine que si la cavité, si le tunnel s'est effondré, c'est qu'il y avait une énorme cavité. Et cette cavité a pu stocker, pendant la catastrophe ou juste avant, a pu stocker aussi de l'eau. Donc on pourrait très bien avoir des poches d'eau qui se sont formées en plus du lac. Et là, on est dans le lac, donc plus en amont, on est 500 mètres en amont. Et au fond du lac, le lac s'est vidangé. Donc on avait un cône de glace une grande cavité de glace qui était remplie d'eau. Ça s'est vidangé par cet orifice que vous voyez au fond là. Donc c'est l'entrée du tunnel de glace qui permet d'accéder sous le glacier, qui a permis d'évacuer l'eau. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il s'est rebouché, d'une part, et d'autre part, le conduit, il fait quelques mètres, 1 ou 2 mètres de large à l'entrée du tunnel, alors qu'à la sortie de la galerie, on avait 10 mètres. Donc, c'est certainement pas le seul conduit qui a permis de vidanger le lac. Donc, vous voyez, il y a on peut montrer plein de choses sur cet événement, mais il y a encore d'éléments qui sont mal connus sur la façon dont ce glacier fonctionne. On reconnaît à la surface de ce glacier des éboulis. Vous voyez tous les éboulis rocheux qui sont descendus là dans la cavité, enfin dans le tunnel. C'est en fait une couverture d'éboulis qui est à la surface du glacier et qui rend ce glacier. C'est un peu comme un gruyère. Il y a plein de trous, mais qui sont très difficiles à localiser et à anticiper. Voilà. Et l'autre élément, donc ça, je parlais beaucoup des risques en cascade. Encore une fois, en insistant sur le fait que la notion de risque en cascade, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et que ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à quantifier sur le plan du risque, des statistiques. Quelle est la probabilité pour que le village de la Bérarde ait été dévasté en juin? C'était très difficile à évaluer. L'autre notion, c'est la notion de risque émergent, où donc ce sont des risques nouveaux qui apparaissent avec le réchauffement climatique. Et donc là, on en a parlé tout à l'heure, c'est les éboulements de versants, les éboulements de pente qui sont liés à la disparition du permafrost. On a encore un exemple très récent avec l'effondrement de la paroi au Mont Pourri en Vanoise. Donc c'était la semaine dernière. Et puis, parmi les exemples récents qui ont été gérés, le lac proglaciaire à Tignes. Actuellement, il y a un lac qui est à l'amont du glacier de Tignes donc le glacier retient le lac. Simplement, l'eau étant plus dense que le lac, l'eau étant plus dense que la glace, pardon, l'eau va finir par passer par-dessous le glacier
et va se vidanger d'un coup. Et donc ça peut faire une destruction potentielle d'une partie des installations à Tignes. Donc c'est un lac qui doit être, dont le niveau doit être maintenu relativement bas. Un élément, enfin un phénomène qui est maintenant derrière nous, c'est le lac des Bossons, en bas du glacier des Bossons à Chamonix. C'est la même chose, il y a un lac qui s'est créé, qui est donc par la fonte de la glace, mais le glacier était toujours là, il bloquait le lac, et le lac pouvait passer, c'était sur une diffluence entre deux vallons, et il pouvait passer du vallon de la droite vers le vallon de rive gauche, et là, de façon catastrophique, se vidanger d'un coup en passant sous le glacier avec des villages en dessous qui sont notamment les Ouches. Donc ça, ce sont des lacs qui ont été bien identifiés sur des glaciers qui ne sont pas des glaciers noirs comme celui de Bonne-Pierre, mais ce sont des risques émergents. L'idée, c'est que ces risques émergents, ce sont des risques nouveaux et que, en termes de recherche et de développement et d'innovation, c'est un petit peu la course contre la montre, c'est-à-dire qu'on essaye de développer des compétences, des techniques de gestion et d'analyse au fur et à mesure que ces risques émergents apparaissent. Et plus le temps avance, plus il y a des nouveaux risques. Et donc nous, on est un petit peu en train de courir derrière. C'est pour ça que je parle de course contre la montre, parce que, il faut arriver à développer des nouvelles connaissances et des nouvelles techniques au moins aussi vite, voire plus vite que le développement de nouveaux risques. Voilà. Je crois que j'en ai terminé avec ce que je voulais dire. Je repasse la main. Assez Et je vrai. prends la main. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, vous avez vu, Eric vous a présenté beaucoup de phénomènes en zone de montagne qui sont susceptibles d'évoluer et qui évoluent déjà dans ce contexte de changement climatique. Moi, je vais vous parler d'un autre phénomène, les glissements de terrain. Donc, vous voyez une photo là sur la gauche. Donc, c'est un glissement de terrain, c'est un déplacement de matériaux plutôt cohérent sous l'effet de la gravité et qui se déplace le long d'une surface de rupture, comme on peut le voir sur ce petit schéma. Voilà. En parallèle, je voulais quand même vous remontrer ce que vous a bien présenté Gaëtan, à savoir que on cherche à regarder l'évolution historique des conditions climatiques, que ce soit la température ou les précipitations. Pourquoi on regarde ça? Parce que pour les glissements de terrain, ils peuvent être déclenchés alors soit par l'activité anthropique, soit par des séismes, ou soit par des conditions météorologiques. Et c'est surtout sur ce dernier aspect, sur les conditions de déclenchement météorologique, qu'on fait beaucoup de travaux, dans la mesure où, notamment en France, métropolitaine, mais pas que, la très grande majorité des glissements sont déclenchés par des conditions météorologiques. Donc, on essaye d'analyser ces déclencheurs. Et ce que l'on voit, et ce que vous a montré Gaëtan, c'est que dans la partie historique et dans la partie précipitation, enfin, en tout cas, dans la partie historique, vous voyez bien qu'il y a déjà une évolution voilà, de la température qui est vraiment, qui a une tendance très claire. Mais on voit également que dans les scénarios futurs des projections climatiques qui sont issues donc des travaux du GIEC notamment, on voit que quels que soient les scénarios futurs que l'on va suivre, nous voyons une tendance très importante de la température. Par contre, pour ce qui concerne les précipitations, effectivement, la tendance elle est beaucoup plus nuancée, y compris donc pour les scénarios futurs du fait de ce que vous a dit Gaëtan, c'est qu'il y a une forte variabilité interannuelle et qui fait que, quels que soient les scénarios, il y a une tendance qui est quand même un peu plus difficile à avoir sur les précipitations annuelles. Euh, donc, nous, c'est vraiment sur ces données-là qu'on essaye de travailler pour essayer de quantifier l'impact du changement climatique sur les glissements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande variabilité de cette évolution de par l'altitude ou de par le climat, notamment dans les territoires de montagne. Donc, ça rend l'analyse assez complexe. Et le deuxième sujet également, c'est qu'il faut trouver des bons indicateurs, c'est-à-dire qu'on travaille déjà sur
les conditions qui déclenchent les glissements. Est-ce qu'il faut regarder les précipitations annuelles? Est-ce qu'il faut regarder les événements intenses? Est-ce qu'il faut regarder une combinaison de l'ensemble de ces paramètres? On sait par exemple que un glissement va avoir tendance à se déclencher plus facilement lors d'un événement intense si déjà les sols sont saturés. Donc il y a cette combinaison de différents indicateurs et de différents paramètres qu'on cherche à quantifier. Et donc ce que l'on cherche également à faire, c'est de quantifier ces indicateurs, mais dans le futur. Et c'est ça qui reste complexe pour l'instant, mais voilà, il y a pas mal de travaux qui sont là-dessus. Donc, à titre d'exemple, ce sont des travaux en cours, mais voilà, dans le massif du Beaufortain, par exemple, on a regardé des tendances futures de certains paramètres et on se rend compte que les événements météorologiques qui pourraient déclencher les glissements seront plus intenses et que la fréquence va augmenter. Donc, c'est ça aussi qui est en train de ressortir, c'est que même les conditions pour le déclenchement vont évoluer. Ensuite, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est qu'il y a quand même des limites actuelles sur tous les travaux que l'on fait. Donc, il faut être prudent aussi sur sur ce que l'on obtient comme résultat. Tout d'abord parce que on a un manque de données, d'observations historiques sur les phénomènes de glissement. Et c'est pas le cas que pour les glissements, évidemment, hein. Mais vous le voyez là sur ce graphe, par exemple, autant dans les dernières années, depuis les années 2000, on a un inventaire assez consistant du nombre de glissements que l'on a pu répertorier, autant dans les périodes plus anciennes, évidemment, vous voyez que le nombre de glissements qui ont été répertoriés est beaucoup plus faible. Donc, ce n'est pas évidemment parce qu'ils n'existaient pas, mais c'est qu'ils n'ont pas été suffisamment documentés, parce que les observations ont été manquantes, voilà, pour différentes raisons. Ensuite, ce qui est compliqué dans notre analyse, c'est que le changement climatique, il influence déjà les phénomènes gravitaires. Donc, même si on voit sur ce graphe que, par exemple, il y a une forte augmentation du nombre de glissements, ce n'est pas forcément en fait, ça peut être le cumul de plusieurs choses. C'est déjà parce que notre inventaire est plus exhaustif qu'avant, mais également il y a une influence du changement climatique. Donc c'est compliqué de faire la part des choses sur ce jeu de données. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, c'est que dans les zones de montagne, il y a quand même encore, beaucoup moins de données météorologiques, d'observation que sur d'autres territoires. Tout simplement de par l'accessibilité, les conditions climatiques difficiles en termes d'acquisition de données. Voilà, donc malgré voilà, toutes ces réserves que l'on peut et cette prudence que l'on peut avoir sur les résultats de nos analyses, il y a quand même des faits très très marquants dans nos domaines. Donc Gaëtan vous a parlé de la tempête Alex. Elle a été à tout point de vue très très exceptionnelle de par son ampleur. Gaëtan vous a parlé du cumul de pluie qui est absolument exceptionnel. De part aussi donc la crue qui a été exceptionnelle. Donc là, vous voyez par exemple ici, enfin je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez la largeur de la bande active du lit de la rivière. Donc la bande, c'est-à-dire sur laquelle il y a l'évolution des sédiments qui ont continuellement évolué pendant cette crise. Et donc là, vous voyez une largeur de 200 mètres, alors que habituellement, cette largeur est plutôt autour de 10 mètres. Vous voyez aussi un transport sédimentaire qui a été exceptionnel. Il y a une quantité de matériaux de l'amont vers l'aval qui s'est déplacé de façon également très exceptionnelle. En termes de glissement également, cet événement, il a été également exceptionnel. Là, vous voyez l'inventaire des glissements de terrain sur les Alpes-Maritimes sur une période récente, donc dans le sens où c'est une période où l'exhaustivité de l'inventaire est quand même assez importante. Et on voit ici que 2020 ressort nettement. Donc là, c'est une échelle logarithmique, hein. Vous voyez en fait que habituellement, on a plutôt de l'ordre de 10 événements, entre 10 et 50 événements par an de glissements. Là, sur un seul événement, on a plus de 1600 glissements de terrain qui ont été répertoriés pendant cette tempête. Donc, c'est vraiment très remarquable.
En termes d'impact, c'est également malheureusement un événement très très marquant avec beaucoup de décès. En France, c'est quand même c'est un nombre très significatif et très important, malheureusement. Il y a eu beaucoup de routes qui ont été détruites, plus de 30 ponts qui ont été détruits, 420 habitations qui ont été déclarées inhabitables. Et d'un point de vue météorologique, climatique, c'est un événement, comme l'a dit Gaëtan, qui, par des analyses statistiques, a pu être qualifié attribué au changement climatique. Donc ça, c'est vraiment un fait nouveau. Il y a quelques événements en territoire français où que l'on peut attribuer au changement climatique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc celui-là, il en fait vraiment partie. Ensuite, les analyses également qui ressortent de ces événements-là et de ces analyses, c'est que ce type d'événement est amené à se reproduire plus fréquemment, parce que la fréquence des épisodes méditerranéens qui dépassent un seuil de 200 mm en 24 heures vont être beaucoup plus fréquents, et qu'il y aura également une intensification de ces cumuls de précipitations très intenses. Un deuxième et dernier exemple qui illustre aussi cette évolution. Donc là, on change de contexte, on est dans les Pyrénées, mais voilà, quels que soient les contextes montagneux, il y a des évolutions qui sont partout. Peut-être pas de la même façon, pas sur exactement les mêmes phénomènes météorologiques, mais il y a une évolution. Donc là, par exemple, c'est les derniers événements de la vallée d'Aspe des 6 et 7 septembre dernier, où nous avons eu une cellule convective, donc un gros orage au niveau des Pyrénées occidentales, avec des cumuls de précipitations qui ont été très forts, à 175 mm, notamment à Gavarnie. Donc ce sont des quantités moins importantes que sur Alex, mais malgré tout qui ont impacté fortement les gaves sur place, les gaves d'Aspe et de Pau, donc avec une crue qui a été très violente et de nombreux glissements de terrain qui ont été observés. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts, à la fois liés au débordement des gaves, mais également liés à l'occurrence de glissements de terrain. Et donc, c'est ce que vous voyez sur ces images. Donc, vous voyez des glissements avec des sapes de berge qui ont induit voilà, qui ont provoqué une destruction partielle de certains bâtiments. Ici, c'est un glissement remarquable qui a détruit la route nationale, donc avec une perte de connexion pendant plusieurs jours sur un axe qui est très très important. Et puis ici, vous voyez aussi des dépôts laissés par la crue torrentielle sur le Gave avec voilà, un dépôt très très important. Je vais m'arrêter là. Mais je vous remercie. Merci à vous, merci à tous les trois. On va peut-être